Donc, Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante, et du Conseil scientifique indépendant. Alors, le texte complet de ce que je vais vous raconter, je vais bientôt le mettre sur ResearchGate avec toutes les références, parce qu'il y en a à peu près 100, donc j'en ai mis quelques-unes un peu comme ça au hasard, mais voilà, c'était impossible de tout mettre ici. Donc moi, je vais vous parler de l'origine du virus. Alors déjà, il faut définir ce que c'est qu'une origine naturelle et une origine non naturelle. Alors pour un virus, si on admet que ce virus est d'origine naturelle, ça veut dire, déjà on le sait, c'est un virus de zoonose, donc qu'il est capable d'infecter l'homme et de provoquer une pandémie, donc il possède la capacité de se transmettre immédiatement et très efficacement d'homme à homme, ce qui n'est pas le cas du SARS-CoV-1, pour lequel il y aurait eu plusieurs introductions de l'animal sauvage et qui n'a pas donné une pandémie de l'ampleur du SARS-CoV-2. Ce n'est pas le cas du MERS et de l'Ebola qui donnent des petites épidémies localisées par des passages localisés de l'animal sauvage à l'homme. Donc ça serait un virus d'origine naturelle. Ensuite, qu'est-ce que l'origine non naturelle? Alors, peut-être j'emploierai indifféremment les termes artificiels ou synthétiques. L'origine non naturelle, donc artificielle, il s'agirait donc d'un virus qui provient toujours de la chauve-souris. À l'origine, ce sont des virus de chauve-souris, ces coronavirus qui infectent l'homme, mais qui a été cultivé en laboratoire, soit sur des cellules, une lignée de cellules en laboratoire, soit sur des animaux, et qui s'échappe de ce laboratoire. Ça, c'est l'origine artificielle. Et ce virus, il peut avoir subi des modifications, soit volontaires, soit involontaires. Des modifications volontaires, ça serait par une intervention humaine pour modifier sa séquence, voire une synthèse totale à partir d'une séquence qui aurait été conçue sur un ordinateur, à partir de ce qu'on sait évidemment de la science, et qui serait modifiée par rapport à celle connue. Ou alors il pourrait avoir subi des modifications involontaires par des passages justement sur les cultures qui le modifient par évolution naturelle. Et donc, dans tous les cas de cette origine non naturelle, il y a toujours un passage obligatoire sur des cellules en culture. Alors, les tout derniers développements, parce que tout le monde en parle, je les cite juste. Aux États-Unis, un amendement sera déposé le 4 avril 2022 pour demander au ministère de la Santé la publication de tous les documents relatifs au WIV, c'est l'Institut de Wuhan, et à l'origine du Covid. Le 15 mars 2022, un groupe bipartisan du Sénat a voté un projet de loi, donc qui n'est pas encore voté, pour établir une commission d'enquête indépendante sur l'origine du virus. Pour ce qui est de l'Europe, en mars 2022, 18 scientifiques ont demandé à la Commission européenne de lancer justement une enquête indépendante à l'image de l'enquête sénatoriale aux États-Unis. Car il faut savoir que l'Europe finance aussi le laboratoire de Wuhan. Et le 26 février dernier est paru un article de Robey, bon, excusez-moi pour la prononciation. Cet article réactive l'hypothèse de l'origine naturelle, c'est-à-dire du marché aux animaux de Wuhan, mais il n'apporte aucun élément nouveau. Et surtout, et en plus, il fait remonter l'enquête seulement à la mi-décembre 2019, alors que maintenant, on sait de manière quasi certaine que le virus a émergé avant, puisqu'on a au moins 2 études de séroprévalence en Europe qui montrent que dès novembre 2019, il y avait une partie non négligeable de la population qui était déjà immunisée contre le SARS-CoV-2. Alors, comme vous voyez, bon, excusez la qualité de la photo. Comme vous voyez, ce dont je vous parle, c'est à la frontière entre la politique et la biologie. Donc on va parler juste 2 minutes de la biopolitique. C'est un concept qui a été élaboré par Michel Foucault à la fin des années 70. Alors la biopolitique, c'est la politique spécifique de la population humaine qui vise à optimiser sa reproduction et sa productivité. Puisque d'un point de vue économique, l'état de santé de la population employée et employable doit être normalisé pour justement qu'elle puisse se reproduire et produire les biens nécessaires à la société. Donc les États, dans ce but, comme pour ce qui est du domaine économique où ils cherchent à faire des tests de résistance des banques, des stress tests pour voir ce qui va arriver dans une crise, ils cherchent à anticiper la réponse aux pandémies à virus émergents. Ce qui est le cas aux USA, où l'Agence du développement international a lancé un programme de recherche qui s'appelle PREDICT, et l'agence de la recherche de l'armée DARPA a lancé un programme qui s'appelle PREEMPT. Vous allez voir qu'on va en parler, c'est très important, c'est ce qui a été décidé dans ces programmes. Et en Europe, il y a aussi un projet EVA, qui est entre autres but de permettre d'anticiper la réponse aux maladies virales émergentes. Alors, cette biopolitique, elle comprend depuis longtemps la vaccination.
elle fait partie depuis longtemps de la vaccination de la biopolitique. Et donc ici, je vous fais passer une citation du mathématicien Bernoulli en 1760 qui disait « Si on adopte l'inoculation, c'était le nom qu'on donnait à la variolisation avant l'invention du vaccin, il en résultera un gain de plusieurs milliers de personnes pour la société civile, même si elle est meurtrière, comme elle tue les enfants au berceau. Elle est préférable à la variole qui fait périr des adultes devenus utiles à la société. » Voilà, en fait, il nous résume ce que c'est la biopolitique. On améliore la santé de la population au détriment parfois de certains individus. Et Bernoulli concluait que si on néglige le point de vue de l'individu, justement, il sera toujours géométriquement vrai que l'intérêt des princes est de favoriser l'inoculation. Et justement, la biopolitique se focalise depuis au moins les années 2000 sur la vaccination généralisée, puisque l'ONU espère une couverture vaccinale de 100% de la population mondiale à l'horizon 2030. En 2018, le Conseil de l'Union européenne propose de renforcer la coopération contre les maladies à prévention vaccinale. Et d'ailleurs, en 2021, des experts aussi bien du monde médical que du monde financier se sont inquiétés de l'importance exagérée que prend le complexe industriel de l'industrie du vaccin au détriment de la science, qui risque de reléguer la science au second plan derrière l'économie. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Alors, revenons à la biologie, après la biopolitique. Donc, on va passer en revue quelles sont les caractéristiques moléculaires du SARS-CoV-2 qui sont décisives pour sa transmissibilité, sa pathogénicité, c'est-à-dire sa capacité à provoquer la pandémie qu'il a provoquée. Alors, tout d'abord, vous avez dû en entendre parler, le site furine, qui est un site polybasique qui permet de scinder la protéine de membrane avec une enzyme ubiquitaire des mammifères. Donc, ce site furine, il a évidemment sauté aux yeux des coronavirologistes dès janvier 2020. C'est le premier élément important au niveau moléculaire. D'autres virologistes, dont le professeur Montagnier, plutôt spécialiste du HIV, eux, il leur a immédiatement sauté aux yeux des séquences d'homologie dans le virus du SARS-CoV-2 avec le HIV, le virus du sida. Ensuite, aussi, ce qui est frappant dans ce virus, c'est la forte affinité du domaine de liaison de la spike, dont RBD, c'est Receptor Binding Domain, pour l'ACE2 humain. Vous en avez entendu parler aussi. Elle a été constatée dès les premiers isolats. Et aussi, je vous en parlerai, il y a d'autres récepteurs cellulaires du virus qui apparaissent petit à petit, qui sont le LFA1 et le décécine, on en parlera ensuite. Et toutes ces caractéristiques moléculaires, elles sont importantes car les virus chimères qui sont décrits dans le projet DEFUS, dont je vous parlerai aussi, de EcoHealth Alliance. EcoHealth Alliance est une ONG qui est financée par l'État américain pour justement anticiper les pandémies. Tous les virus chimères qui ont été proposés dans ce projet, ils devaient contenir ces mêmes caractéristiques moléculaires. Alors d'abord le site furine, ici c'est un schéma tiré de l'article des virologistes français Salard, Jean Van Elden et De Crowley, donc, qui sont des équipes marseillaises en partie. Donc la furine, je vous ai dit, c'est une enzyme qui est présente dans de nombreuses cellules et qui est capable de cliver la spike en S1, S2. Et ce qu'il faut voir, c'est que le site polybasique de la furine, c'est PRRAR, c'est-à-dire proline, arginine, arginine, alanine, arginine, et il se situe, il faut retenir ces chiffres, entre les acides aminés 680 et 684 de la spike. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est la forte affinité du récepteur de liaison pour l'ACE2 humain, constatée dès les premiers isolats. Cette affinité, elle est supérieure à celle du SARS-CoV-2, du SARS-CoV-1 de 2003. L'affinité du domaine de liaison du SARS-CoV-2 est bien supérieure à celle du SARS-CoV-1. Cette affinité pour l'ACE2 humain, elle est supérieure à l'affinité pour l'ACE2 de toutes les espèces qui ont été proposées comme source du virus. Donc, dès les premiers isolats, le SARS-CoV-2 il est plus adapté à l'homme qu'à n'importe quelle autre espèce animale. Et enfin, il faut se rappeler que lors de l'épidémie de 2002-2003 de SARS-CoV-1, au cours de l'épidémie, l'affinité du domaine de liaison pour la CE2 humain est passée de faible à élevée. Elle a évolué, alors que là, ici, dès le début, il y avait une forte affinité. Alors ici, c'est juste deux figures tirées de deux articles différents qui vous montrent que, en bas à gauche, j'ai souligné en rouge les coronavirus qui ont une affinité pour la CE2 humain. Vous voyez qu'il y a donc le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2, avec un coronavirus de rhume banal aussi. En haut à droite, vous avez les coronavirus qui ont le site furine de clivage. Et vous voyez qu'il y a le SARS-CoV-2, le MERS et encore un autre coronavirus de rhume banal. Mais il n'y a aucun coronavirus qui n'a les deux
qui a le site furine et la forte affinité pour l'ACE2 humain. Alors, les autres récepteurs, on en parlera après parce que c'est aussi important, même si on en a moins entendu parler. Il y a un récepteur pour le LFA, c'est un leucocyte fonctionne associated antigène, donc sur les leucocytes, qui permet au virus de pénétrer dans les lymphocytes T qui, eux, n'expriment pas l'ACE2 humain. Et il faut savoir que ce LFA, il est utilisé aussi par le IHIV, le virus du sida, pour la liaison au lymphocyte CD4. Et l'autre récepteur qui est très important, c'est le récepteur pour le DC-signe, qui est exprimé, c'est une molécule qui est exprimée par les cellules de la lignée des cellules dendritiques, DC c'est dendritic cellules, qui sont les monocytes et les macrophages. Et ce DC-signe, il se lie aussi à la protéine GP120 du HIV, du virus du sida. Et donc, le SARS-CoV-2, tout comme le SARS-CoV-1, le HIV-1 et l'Ebola, ils pénètrent dans des cellules grâce aux glycanes qui sont sur leur récepteur pour le DC-signe. Et ces glycanes sont très importants. Voilà. On va en reparler ensuite. Alors, les 4 séquences d'homologie avec le HIV qui ont été remarquées par les virologistes spécialistes du sida, dont le professeur Montagnier, mais qui ont été publiés d'abord par des Indiens, qui ont retiré leur article, non pas parce que c'était faux, parce qu'ils l'ont confirmé depuis, mais parce qu'ils ont reçu des vives critiques et ils avaient autre chose à faire justement que de se faire insulter à longueur de journée, donc ils ont préféré retirer leur article. Mais tout ce qu'ils ont publié n'a jamais été contesté par aucun virologiste, ça a été confirmé par les travaux de Pérez et Montagnier, Shi et al, Singh, etc. Donc j'ai pris une figure là, qui a été annotée par un virologiste anonyme sur Twitter qui a depuis eu son compte supprimé. Je suppose que c'est quelqu'un qui est très très pointu. Donc vous voyez ici sur la schématisation de la spike que les 4 séquences d'homologie du HIV qui sont en jaune, orange et rouge, elles sont vraiment sur des sites de liaison. Elles sont vraiment très très accessibles. Et en vert, vous avez le site de furine. Tout ça, c'est des séquences qui sont homologues aussi avec du HIV. Alors là, je vous ai mis les références pour aller très vite, juste quelques références pour vous montrer les articles qui ont confirmé ces séquences d'homologie. Donc, d'après Salard et al., donc des virologistes français, ces séquences d'homologie, elles ont pu apparaître naturellement au cours de l'évolution, parce qu'en effet, on les voit apparaître au cours de l'évolution des coronavirus. Mais elles ont pu aussi être optimisées, et on verra ça par la suite avec le projet DEFUSE. Ce qu'il faut savoir, c'est que le site furine, il n'est pas suffisant pour la pathogenèse du SARS-CoV-2. Il faut qu'il y ait avant la séquence QTQTN. Ça a été publié par Ménacheri, qui fait partie des équipes de Barak et d'Azak, dont vous allez voir l'importance. Il faut cette séquence en amont. Et la séquence furine du HIV, elle est tout en bas, là, QTNS, avec des acides aminés au milieu, et le site furine du SARS-CoV-2, PRRA. Donc, cette séquence en amont, elle est aussi sur la protéine GAG du HIV. Donc ça fait beaucoup de similitudes. Voilà. Alors, pour résumer la controverse sur l'origine, donc je pars d'un article qui s'appelle le rapport de la mission de l'OMS par des virologistes marseillais, donc de Crowley, Clavé et Canard. Donc cet article, il est d'avril 2021, il fait suite au rapport de la mission de l'OMS de mars 2021 qui proposait 4 hypothèses, dont 2 d'origine animale, avec spillover, débordement, donc présence énormément de virus chez un animal sauvage qui permet le passage à l'homme, parce que dans le milliard de virus que l'animal porte, il peut y avoir un virus qui, par hasard, est capable de se multiplier chez l'homme. Mais allant contre cette hypothèse de l'origine naturelle, aucun animal qui aurait pu jouer le rôle d'intermédiaire et aucun virus n'a été trouvé, alors que vous pensez bien que depuis 2 ans, on ne fait que chercher ça, on ne l'a pas trouvé, alors que pour le SARS-CoV-1, on l'a trouvé assez facilement. Alors bon, il y a une autre hypothèse qui a écarté parce qu'elle n'explique rien au niveau scientifique. Et dans la 4e hypothèse qui est notée par le rapport de l'OMS, l'accident de laboratoire, qui est classé comme hautement improbable. Et on verra que les recherches de gain de fonction menées au laboratoire de Wuhan par EcoHealth Alliance, cofinancées par le NIH, sont compatibles avec cette hypothèse de fuite de laboratoire après manipulation. Alors, quels sont les principaux arguments? Donc déjà, des échappements de virus de laboratoire, on en connaît, ça a été très documenté, et c'est en particulier pour le SARS-CoV-3, le SARS-CoV-1 de 2003, pardon. Il a échappé plusieurs fois des laboratoires.
Donc ce programme de gain de fonction qui va nous montrer que les caractéristiques moléculaires du virus, elles étaient dans le programme de gain de fonction. Le gain de fonction, c'est l'acquisition de la faculté pour le virus de se lier à l'ACE2 humain, la possession du site furine et l'optimisation des récepteurs d'essai signes. Tout ça, c'était dans le programme. Et le but de ce programme, c'était d'anticiper l'émergence d'un virus potentiellement pandémique et de développer à l'avance les stratégies vaccinales pour y répondre. Ça, c'est dans le programme. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est un programme qui a été réalisé partiellement. On ne sait pas trop exactement ce qui a été fait, mais avant ce programme, de nombreuses expériences d'insertion de sites furines ont déjà été réalisées à la jonction S1 et 2, afin justement de potentialiser les coronavirus. Alors ici, je vous ai mis ça, je vais aller vite parce que je crois qu'on n'a pas trop de temps. Donc ça a commencé en 2004 avec un brevet d'insertion de sites furines qui ne concernait pas les coronavirus. Et vous allez voir revenir souvent dans tous ces travaux les noms de Ralph Baric, professeur de virologie à l'Université de Caroline du Nord, et de Peter Daszak, qui est président de EcoHealth, cette ONG dont le but est d'anticiper les pandémies. Et donc, en 2014, il y avait déjà eu création par génétique inverse d'un virus chimère, qui était cultivé sur les humaines et sur souris. En 2015, aussi une spike qui avait été synthétisée et qui possédait la capacité de se lier à la CE2 humain, et qui avait été insérée et exprimée dans un génome de SARS-CoV, donc le SARS-CoV de 2003. Et il faut noter que Peter Daszak avait justifié ses programmes de prévention. Il était très conscient des risques de pandémie, mais il pensait que c'était quand même à faire. Et Ralph Baric aussi avait posé les problèmes de bénéfice-risque de ces expériences. Et en 2017, le groupe de Madame Shi, donc de l'Institut de Wuhan, et de Peter Daszak avaient déjà créé 8 chimères à partir de virus sauvages avec différents domaines de liaison présents dans des SARS proches. Alors Ralph Baric, donc l'Université de Caroline du Nord, lui, il a affirmé dans une interview en 2019, il a affirmé qu'en 2019, il était possible de créer un virus chimère sans laisser de traces, contrairement à ce qu'il avait fait en 2015. Vous pouvez créer un virus sans laisser de traces. Les réponses que vous cherchez, vous les trouverez seulement au laboratoire de Wuhan, sauf que c'est lui qui donnait l'ordre au laboratoire de Wuhan de faire les expériences. Et dans la chimère que nous avons créée en Amérique en 2015 avec le virus du SRAS, avec Madame Zheng Liqi, de l'Institut de Wuhan, nous avions laissé des mutations de signature. Donc on a compris que c'était le résultat du génie génétique. Mais maintenant, en 2019, il n'y a aucun moyen de distinguer ça. Alors il fait référence au fait que maintenant on peut synthétiser des virus à partir de morceaux d'ADN qu'on commande à des sociétés commerciales. On recolle les bouts, on fait de l'ARN, on insère ça dans une cellule et on récupère le virus. Donc c'est des virus synthétiques. Seulement, ce qu'il ne dit pas, c'est que dans le SARS-CoV-2, il y a quand même un biais d'usage de codon qui suggère quand même une manipulation génétique. Alors, de ce groupe de recherche, quelle est l'hypothèse qu'ils ont mis en avant pour l'origine du SARS-CoV? Pour eux, c'est évidemment une hypothèse naturelle. Donc, Madame Shi nous a dit que ce virus provenait du HRATG13. Simplement, pour l'immense majorité des virologistes, le HRATG13, ce n'est pas un virus isolé, c'est juste une séquence qui a été construite par bioinformatique. D'ailleurs, il n'a que 70% de similitude dans son domaine de liaison avec le SARS-CoV-2, donc c'est difficile qu'il soit le progéniteur direct. Et puis, comme on l'a vu, l'origine naturelle, elle repose sur le spillover, le débordement, c'est-à-dire le passage de l'animal à l'homme, sauf que le SARS-CoV-2, lui, il est mal adapté aux chauves-souris, donc il n'a pas pu passer directement. Bon, quant à l'hypothèse du pangolin, aucun virus intermédiaire résultant d'une recombinaison entre chauve-souris et pangolin n'a été identifié. Alors, juste pour rappeler que c'est en janvier 2020 que le site furine a sauté aux yeux des virologistes. Donc, il y a eu l'article de Pradhan. D'abord, il y a un article en chinois qui n'a pas été traduit, qui citait la présence de ce site furine. Ensuite, il y a eu l'article qui a été retiré par les Indiens de Pradhan. Et il y a eu l'article, le premier donc publié qui reste, c'est l'article français de Coutard-Éole avec des virologistes marseillais qui ont montré la présence du site furine et qui s'étonnaient justement de la présence de ce site polybasique aux acides aminés 680 et 684. En février 2020, Madame Shi, elle publie l'alignement des séquences des aminoacides de la spike avec les autres coronavirus.
Et ô surprise, la comparaison s'arrête à l'acide aminé 675, juste avant le site furine. Et elle prétend que les seules modifications par rapport au virus précédent se trouveraient ailleurs que sur le site furine. Les seules modifications importantes pour sa pathogénicité, sa capacité pandémique. Et elle nous dit donc que le SARS-CoV-2 provient du RATG13, donc elle aurait fait la séquence du RATG13 en 2018 alors qu'elle l'a isolé en 2012, et elle n'aurait pas vu à cette époque-là que le RATG13 avait un domaine liaison capable de se lier à la CE2 humain, ce qui est vraiment invraisemblable. Donc pour moi, il y a deux oublis, c'est égal à un aveu. Elle a oublié le site furine, elle a oublié le RBD, donc c'est vraiment incroyable. Là, juste la photo de l'alignement, on voit que ça s'arrête à l'aminoacide 675. Et elle trouve les modifications importantes ailleurs. Alors voilà, là je vous ai mis la photo, c'est pas pour montrer sa tête, c'est pour vous montrer qu'il est dans une conversation très, très courtoise. Il ne part pas du tout sous la contrainte. C'est Peter Daszak, donc président de EcoHealth, qui a fait aussi partie de la commission d'enquête à Wuhan. Donc c'est lui qui est donneur d'ordre des expériences de laboratoire de Wuhan, mais il a fait aussi partie de la commission d'enquête. Donc vous voyez le conflit d'intérêts énorme. Et donc en 2020, il explique à une interview de télé: vous pouvez manipuler le virus en laboratoire. La spike protéine est responsable de la capacité du virus à infecter un animal. Vous pouvez modifier la séquence de la protéine spike. C'est ce que nous faisons avec Vralbaric. Nous insérons la séquence de cette protéine dans un autre virus et nous essayons de développer un vaccin contre ce nouveau virus que nous construisons pour anticiper une pandémie. Donc voilà, tout est dit. Alors, juste un petit rappel sur l'historique des gains de fonction. En 2011-2012 avait lieu un grand débat sur les gains de fonction à la suite de la publication de la synthèse du virus de la grippe H5N1, d'un virus dangereux, quoi. Et donc, à la suite de ça, il y a eu un moratoire en 2014 sur les expériences de gains de fonction qui consistait à les arrêter spécifiquement, en particulier sur la grippe, le MERS et les virus SARS. Ce moratoire a été levé en 2017 par Francis Collins, directeur du NIH, au moment où, sous le mandat de Trump, il n'y avait pas de secrétaire d'État à la santé. Il était démissionnaire. Donc, ils en ont profité de ce moment pour lever le moratoire. Et à l'époque du débat sur les gains de fonction en 2012, Anthony Fauci, donc directeur du NIAID depuis 1984, qui travaille au NIH depuis 1968, il a défendu les recherches de gains de fonction et il a affirmé que le rapport bénéfice-risque de ces recherches penche clairement en faveur de la société. Et il a même affirmé, je vous ai mis le document officiel, que la nature est elle-même le plus dangereux des bioterroristes. Voilà, bon, on est vraiment en plein dans la biopolitique là. Ça, c'est donc, on va dire quelques mots de ce rapport, le projet DEFUSE, qui est une réponse de EcoHealth à un appel d'offres de la DARPA, donc l'agence de recherche de l'armée américaine, donc ils ont été déclassifiés grâce aux requêtes FOIA aux États-Unis, c'est-à-dire le gouvernement doit rendre publics tous les documents concernant des projets qui ont été financés par des fonds gouvernementaux. Donc ça a été publié grâce à ça, grâce à des requêtes de citoyens. Donc quel est le fondement de ce projet de recherche de la DARPA? Pour protéger ces soldats envoyés en expédition des dangers des futurs virus émergents, l'armée américaine a émis cet appel d'offres qui concerne des recherches qui permettent d'anticiper l'émergence des futurs coronavirus à potentiel pandémique. Ces recherches donc concernent l'élaboration de modèles qui permettent cette prévision, la vérification de la validité des modèles par des expériences in vivo sur des différentes espèces animales pour montrer qu'ils sont capables de passer d'une espèce à l'autre, et enfin les moyens de prévenir la diffusion de ces virus à partir de leur réservoir animal que sont les chauves-souris, en supprimant ce virus des chauves-souris. Et c'est là que vous allez voir que ça devient assez bizarre. Parce que, donc, EcoHealth, en réponse à ce projet, avec son projet DEFUSE, proposait de construire un virus qui possédait les caractéristiques nécessaires pour provoquer une pandémie. Donc, le domaine de liaison à la CE2 humain, le site de clivage par la furine et des sites de glycosylation de la spike importants pour la liaison aux décécines. Tout ça était dans le projet. Elle proposait de synthétiser des protéines spike possédant ces modifications et de les insérer dans des squelettes de virus SARS. Alors, je vous ai mis le petit R en rouge parce qu'elle appelait ça des SARS-related. Et elle pensait échapper à la dénomination de gain de fonction avec ce petit R, parce que le gain de fonction, il s'attache
à modifier un virus qui est le virus du SARS. Mais c'était tellement proche qu'en fait, c'était du gain de fonction. D'ailleurs, la DARPA ne s'y est pas laissée prendre. Bon, alors on va laisser vite. Elle a refusé le projet, mais en laissant une porte ouverte à d'autres financements. Je vais accélérer, donc. Et alors, c'est là que, bon, je ne vais pas m'étendre, mais donc, ils sont tellement sûrs d'avoir modélisé le virus qui va émerger qu'ils font un aller-retour dans le futur et ils reviennent dans le présent, et ils vont proposer de vacciner les chauves-souris contre ce virus qu'ils ont inventé. Et donc, ils fabriquent un appareil à aérosoliser un vaccin vivant pour immuniser les chauves-souris dans les grottes, parce qu'évidemment, on ne va pas aller les piquer une par une. Donc voilà, ils ont ce projet-là, et ils ont déjà fabriqué l'appareil pour fabriquer l'aérosol de vaccin, de virus. Voilà. Alors ça, c'était donc un projet Écoles Alliance avec la DARPA, l'armée américaine, mais il y a un projet en cours depuis des années 2000 avec le NIH qui concerne aussi la génétique inverse, Ralph Baric, sur les SARS-CoV. Le projet, il a déjà donné naissance à un virus très pathogène, puisqu'il est capable de provoquer des charges virales 10 000 fois supérieures aux virus parentaux. Et il était aussi en cours, ce projet, sur le MERS, pour modifier le MERS, donc faire une espèce de MERS 2. Ce projet, le financement a été renouvelé en 2021, en excluant la Chine, donc ça veut dire qu'ils ont des doutes sur le fait que ça a pu s'échapper de Chine. Alors, pour ce qui est de Moderna, bon, je vais aller très vite. Moderna aussi, il a une collaboration avec la DARPA depuis 2013, un financement pour développer des ARN, donc des vaccins capables de répondre à une pandémie. Et alors, juste 2 mots sur le fameux brevet Moderna dont on a beaucoup parlé. En fait, il y a une séquence qui est proche, enfin qui est exactement la séquence du site-furine du SARS-CoV-2, mais ce n'est pas dans les séquences revendiquées. Donc, ils ont mis ça un peu au hasard. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont travaillé dessus. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que comme Moderna travaille sur des ARN thérapeutiques anticancéreux, et comme c'est la séquence qui se retrouve dans une protéine humaine MSH3 de réparation de l'ADN, ça peut avoir un rapport avec leurs ARN thérapeutiques anticancéreux. Voilà. Et il y a aussi un accord de transfert de technologie entre les NIAID et Moderna, qui a été modifié en 2019 pour y ajouter justement les vaccins contre le MERS, qui n'y étaient pas, et le site-furine qui apparaît aussi en 2019. Alors, on peut se demander si le résultat de toutes ces expériences n'était pas déjà connu en 2017, puisque Anthony Fauci a annoncé le 10 janvier 2017 qu'il y aurait une pandémie surprise pendant le mandat de Donald Trump, dans un congrès officiel. Et en octobre 2019, lors d'un congrès qui concernait les vaccins anti-grippe, où lui et d'autres responsables se désolaient du fait que les vaccins anti-grippe étaient très anciens, obsolètes, et il proposait, avec Margaret Hambourg, qui est secrétaire pour l'étranger de l'Académie de médecine des États-Unis de sciences, proposait de contourner les essais cliniques des vaccins ARN messagers, pour les vaccins grippaux, avec l'aide d'une crise perturbatrice, et de les lancer sur le marché sans avoir besoin de 10 ans de tests. Ça, donc, en octobre 2019. Et aussi un mail très intéressant de Peter Daszak qui nous dit que, heureusement, il ne faut surtout pas que les séquences du projet Diffuse n'aient été publiées dans la GenBank, parce que sinon, ça aurait attiré l'attention sur le fait que c'était exactement les mêmes que celles du SARS-CoV-2. Alors, comment relier toutes ces séquences qui se retrouvent sur le SARS-CoV? Et je pense que l'homme clé là-dedans, c'est Ralph Baric, parce que si on regarde sur son CV, il a reçu en 2005 des financements pour une recherche sur un vaccin vivant atténué contre le SARS-CoV-1. Il a reçu en 2008 des financements pour une recherche sur un vaccin mucosal contre le HIV. Et on peut se poser la question, si on admet la possibilité de l'origine artificielle synthétique de ce virus, est-ce qu'il provient d'une recherche sur un vaccin atténué anti-HIV? Est-ce qu'il provient d'un modèle de virus à potentiel pandémique comme décrit dans le projet Diffuse? Ou est-ce que c'est un vaccin atténué contre tous les coronavirus? Je vous cite au passage qu'en Chine, il y a eu des essais de vaccins vivants atténués anti-HIV qui étaient basés sur un vecteur grippal de vaccins vivants contre la grippe atténuée, voilà, en 2015. Donc tout ça, ça semble assez cohérent. Évidemment, les seules personnes qui peuvent nous donner la réponse, ce sont Ralph Baric, Peter Daszak et Mme Chi. Bon, alors là, je vais aller très vite parce que je pense que j'ai plus de temps. Voilà. Donc, il y a des caractéristiques du SARS-CoV-2 qui peuvent faire penser qu'il est
il a été conçu pour un vaccin atténué, ça vous le trouverez dans l'article que je vais déposer. Alors, il faut quand même s'inquiéter parce que, est-ce qu'on va vers un SARS-CoV-3 ? Il y a une réglementation qui est parue en novembre 2021 du gouvernement américain et qui met en garde les labos de sécurité 2 et 3, de BSL 2 et 3, contre la fabrication de virus chimères entre le SARS-CoV et le SARS-CoV-2, en incluant des caractéristiques moléculaires du SARS-CoV qui participent à l'activation de l'inflammasome. C'est très précis, cette description. On a l'impression que les recherches sont en cours. On a l'impression qu'il y a des labos aux États-Unis qui travaillent sur le SARS-CoV-3. Voilà. Alors, je voulais juste remercier rapidement donc, les virologistes avec qui j'ai discuté, dont la plupart sont anonymes ou ne veulent pas donner leur nom, sauf Rossana Segreto, qui a publié beaucoup là-dessus. Et donc la conclusion, c'est ce que je vous ai dit, c'est que seuls Ralph Baric, Peter Daszak et Madame Shi pourraient nous dire si vraiment c'est le SARS-CoV-2 qu'ils ont fabriqué ou s'il s'est vraiment échappé d'un laboratoire par modification volontaire ou involontaire. Voilà. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Je pense qu'on peut entamer le débat. Moi, je peux donner quelques précisions sur...